vous propose donc nous allons donc recommencer donc sur cette dernière séquence qui va être introduite par Tiziana Villani qui nous rejoint, qui est docteur donc en philosophie et urbanisme, directrice d'Hétérotopia, donc une maison d'édition, qui est professeur associé donc à l'ENSA de Paris-La Villette, et qui aura une première question et un premier temps d'engagement de la discussion sur ce moment partagé avec un trio duquel on attend, je pense, beaucoup par rapport à ce... mais peut-être, c'est pas pour... Mais effectivement, donc il s'agit de Chris Younes, de Benoît Goetz et de Philippe Madec, donc, qui nous rejoint aujourd'hui, donc, qui est architecte, urbaniste, professeur à l'école d'architecture de Rennes, écrivain et membre du Club de Rome, et qui est quelqu'un d'important sur notamment cette réflexion dite sur les territoires durables, thème que tu développes dans ta pratique et ta pratique aussi d'enseignant. Donc évidemment, c'est un trio important parce que vous avez apporté, ne serait-ce, ça a été assez souvent évoqué pendant ce colloque, cette idée de l'indéfinition de l'architecture et cet ouvrage, et que je pense que vous incarnez une forme de cette rencontre entre philosophie et architecture qui est faite, alors j'utiliserai le préfixe con, qui est fait de connivence, de convivialité, et donc je vous laisse la parole et dans l'attente de voir ce que vous allez nous dire et nous apprendre sur cette idée de toucher terre. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. C'est un peu difficile d'intervenir après 2 jours si riches de sollicitations et réflexions. Et donc, première question que je voudrais remarquer, c'est que ce qui m'a paru important pendant ces 2 journées, c'est qu'on a essayé de ne pas faire de la philosophie de l'architecture, ni moins de l'architecture qui fait de la philosophie. C'est plutôt un travail qui se déroule, à mon avis, à côté, comme l'indiquait à plusieurs reprises Gilles Deleuze. À partir de ça, par rapport au sujet que Chris Younes nous a proposé, moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que vraiment, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui toucher terre et comment on peut toucher terre, faire territoire par rapport à des mouvements de déterritorialisation et de déracinement continu qui transforment nos environnements et la planète entière. À partir de ça, je me suis dit, on a pas mal de parcours possibles, qui ne sont pas seulement des parcours de soustraction, et sont aussi en même temps, comme le dirait Félix Guattari, des micropolitiques qu'on peut, comment on peut dire, agir dans l'environnement aussi. Mais avant tout ça, je voudrais vous proposer 3 images que j'ai gardées. La première, c'est une image qui fait partie de pas mal de livres de Walter Benjamin, c'est l'Angelus Novus, c'est-à-dire la petite gouache de Paul Klee que Benjamin gardait dans quel espoir. Angelus Novus nous montre une figure particulière de la modernité et de la crise en même temps. C'est-à-dire que l'ange regarde vers le passé, mais ses ailes sont ouvertes envers un vent qui le pousse dans le futur. Donc ce double mouvement, à mon avis, c'est un mouvement qui peut nous exprimer comment on garde le passé et en même temps comment on essaye de projeter, de se lancer avec un esprit critique, bien sûr, dans le futur. La deuxième image, concept aussi que je vais vous proposer, concerne la question, bien sûr, de Deleuze et Guattari par rapport aux cartographies existentielles, donc à l'écosophie, et surtout à la question des devenirs et du contrôle.
La question du devenir est strictement liée au problème que plusieurs intervenants aujourd'hui ont souligné, c'est-à-dire aux agencements des transformations en cours, qui ne sont jamais des agencements neutres, il faut le dire. On est dans une phase qui n'est pas neutre du tout, et donc à partir de ça, il faut se placer avec un regard particulier qui nous permet de bien comprendre comment, par rapport, par exemple, à l'écosophie, on a pas mal d'interprétations possibles qui sont tout à fait en conflit entre eux. Mes étudiants le savent, moi j'insiste beaucoup entre les différents parcours de l'écosophie possibles. Et moi, je le déclare, moi j'ai beaucoup aimé, j'essaye de me placer dans les parcours dessinés par André Gortz, qui a été entre les premiers à nous donner une sorte d'horizon de l'écologie sociale possible, dès qu'il s'interrogeait sur la question de la transformation du travail, etc. L'autre, bien sûr, c'est Guattari, mais il faut rappeler que Guattari, dès qu'il parlait de trois écologies, il parlait sûrement d'une écologie qui passe au niveau des processus de subjectivation, mais aussi d'une écologie mentale et sociale. Et en plus, il soulignait, à un certain moment, que si l'écologie ne sera pas sociale, c'est-à-dire politique, elle ne sera jamais. Donc, quand on parle d'écologie, écosophie, il faut vraiment envisager comment les processus de transformation concernent des possibilités, des pratiques existentielles qui sont toujours en liaison, parce que Xavier Bonneau, il avait raison aujourd'hui à souligner les relations comme les premiers degrés nécessaires pour comprendre comme les formes plurielles du vivant sont toujours en relation. C'est-à-dire qu'on va s'en sortir d'un certain anthropocentrisme, et Guattari le souhaitait bien, et moi je suis persuadé que garder à ces formes de vivants, dans leur côté pluriel, c'est bien sûr une question du politique. Du politique au sens, bien sûr, noble du terme. La troisième suggestion que je vais vous proposer concerne Michel Foucault. Parce que Michel Foucault, qui a été bien utilisé pas mal dans les côtés de l'architecture, etc., et de la pensée politique, dans ses derniers écrits, il posait la question de la parésia, c'est-à-dire du vrai dire. Mais c'est quoi le vrai dire par rapport à Touche-Terre? C'est plonger dans des transformations qui sont des transformations aujourd'hui difficiles, toujours dans un sort d'horizon de guerre permanent qui devient la forme de gouverner la population, comme le dirait Michel Foucault. Et donc là, à mon avis, il ne faut pas laisser aux marges la pensée foucauldienne par rapport à tous ces soucis du questionnement du politique, du gouvernement des peuples, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle des transformations des territoires, on est bien conscient qu'on est face à une transformation des configurations plurielles de l'urbaine qui comprend bien sûr villages, villes, réseaux ruraux, etc., mais qui sont tous concernés dans ce qu'on peut appeler cette sorte de domination par la communication, bien sûr, de l'urbaine à échelle planétaire. Donc la question de la planète est bien sûr une question de micropolitique, pratique, poser la question des problématiques qui concernent le pouvoir. À partir de ça, j'ai repris une chose que j'essaie hier a été déjà considérée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une pratique capable de projeter autant de la pauvreté partout. C'est-à-dire qu'à mon avis, la chose la plus importante concerne surtout la capacité d'envisager qu'entre les dimensions complexes, on peut résister. Et là, j'évoque évidemment Gilles Deleuze dans sa conférence sur l'acte de création, où il évoquait évidemment avec énormément de force la question de la résistance au présent en tant que résistance au régime de la communication.
Et il soulignait bien sûr que la philosophie n'a pas besoin de communication. Parce que la communication, c'est quelque chose qui nous donne des informations. Et l'information se fait plutôt par des mots d'ordre, c'est-à-dire prescriptifs. Et là, alors, il est bien de souligner aussi comment l'écosophie fait face, entre en conflit avec les sociétés du contrôle. J'aime bien reprendre le mot contrôle que Deleuze utilisait dans son post-scriptum sur les sociétés du contrôle au pluriel, parce qu'il évoquait là un écrivain américain que j'adore, William Burroughs, que justement dès qu'il parlait de contrôle et du langage, il disait ça c'est du virus, c'est-à-dire quelque chose qui entre en agencement comme le font les processus de subjectivation actuels. À partir de ça, je ne vais pas prendre trop de temps. Je veux dire que le devenir, donc, concerne bien sûr un devenir végétal, un devenir animal, donc c'est une partie, mais aussi et surtout, et moi je vais le souligner bien, un devenir femme, que Deleuze indique comme le devenir les plus important, qui concerne tous les autres devenirs. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Je veux dire que pas mal de femmes, des activistes, des philosophes, des physiciennes, comme Vandana Shiva aujourd'hui, sont engagées dans cette question de l'écologie sociale, pour défendre les graines, pour défendre l'agriculture à petite échelle, surtout dans des pays comme l'Inde, mais aussi comme l'Afrique, par rapport à les projets de la green economy, qui est un projet qui vise à soustraire de plus en plus de ressources. On parle beaucoup aujourd'hui des biens communs. Bon, les ressources, l'alimentation, toute la chaîne alimentaire, c'est une chose qui nous concerne strictement. Donc, je veux dire qu'en ce devenir femme, on a possible un parcours de touche-terre par rapport à, je pense aussi à une pensée, mais à des pratiques surtout, que les femmes connaissent des millénaires et millénaires, et qui aujourd'hui est très précieux, parce que deviennent une sorte d'approche à la transformation de l'écosystème qui n'est plus une approche seulement néolibérale, pas seulement une approche d'exploitement des ressources et d'énergie, etc., mais c'est surtout mettre au centre la question du social en tant que problème relationnel par rapport au territoire, aux environnements. Si ça, on n'arrive pas à les maîtriser dans tous ces parcours pluriels qu'ici on était bien dessinés, parce que moi je suis persuadé qu'il y a pas mal d'expérimentations qui se tiennent au niveau de l'auto-organisation des expériences qui font des architectes, des artistes, même des philosophes, face à une crise de savoir qui concerne strictement les disciplines qui ici se sont interrogées sur leur statut, c'est-à-dire sur leur vision du monde. Merci. On va pas toucher terre alors. En fait, quand on a fini d'écrire l'indéfinition d'architecture avec Chris et Benoît, on avait vécu un moment tellement incroyable, puisque vous avez dû vous en rendre compte, c'est un texte qui a été écrit à 6 mains. Ce ne sont pas 3 articles accolés, mais un texte écrit à 6 mains. C'était tellement joyeux qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Et comme l'indéfinition nous avait amené quelque part, on s'est dit que toucher terre, ça nous ferait du bien, et que c'était sans doute utile de le faire. Donc nous sommes en train d'écrire toucher terre. Et ce que vous allez avoir là sont des morceaux très épars, d'ailleurs que je donne sous votre regard, et bien sûr le vôtre. Et pour commencer, j'ai cherché ce matin une image, celle-là. Et je dois vous dire que je l'ai gardée parce que elle me rappelait un passage que je n'ai pas retrouvé, puisque peut-être que comme vous, j'ai plusieurs bibliothèques, et j'en ai une quelque part en Bretagne. Et le Purgatoire de Dante est dans ma bibliothèque bretonne. Et en fait, il y a un très beau passage où Dante dit « Nous étions au bord de la mer, comme ceux qui pensent à leur chemin et restent de corps. » Je pense qu'il est indispensable aujourd'hui, bien sûr, de penser à notre chemin,
mais surtout de ne pas rester de corps. Et sans doute que la relation entre l'architecture et la philosophie peut aider à faire en sorte que la pensée soit construite, véritablement, matériellement, et qu'on puisse la vivre. Alors, le travail que l'on cherche à faire, c'est évidemment pas de refaire l'almanach des sagesses anciennes, ça n'aurait pas de sens. Et on va évidemment éviter le retour au bon vieux temps. Chez nous, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de bon sens même, il n'y a surtout pas de volonté de sagesse. Juste une impérieuse envie qui est celle de trouver le passage, finalement, vers l'utopie concrète et nécessaire pour la venue des établissements humains de demain, dont j'espère profondément qu'ils seront nourris de sollicitude et d'une large bienveillance pour ce qui reste de nature et d'humanité. Il n'y a que deux images. Dans les années 1950, René Char a publié un poème qui s'appelle « Terre » dans le recueil « Pièces ». Il écrit en plein modernisme glorieux, et il a, en fait, pour la Terre, de formidables mots d'amour. Il dit « Ce qui est tout à fait spontané chez l'homme touchant la Terre, c'est un affect immédiat de familiarité, de sympathie, voire de vénération quasi filiale, parce qu'elle est la matière par excellence. » Donc des mots d'un amour irrésolu, mais aussi d'une révolte tout aussi déterminée. Il ajoute « Or, la vénération de la matière, quoi de plus digne de l'esprit ? Tandis que l'esprit vénérant l'esprit, voit-on cela ? On ne le voit que trop. » L'humanité, si encline à vénérer son propre esprit, a délibérément oublié les liens de chair qui l'unissent à la terre. Elle a cherché à la posséder en oubliant dans le même temps qu'elle lui appartenait, que l'humanité appartenait à la terre. Mais voilà, la terre a délivré ses limites. Valéry l'avait compris dès 1931. Le temps du monde fini commence, annonçait-il. La fragilité de la terre est notre fragilité. Sa finitude est notre finitude. Ce que Denis Meadows et les chercheurs du MIT avaient délivré au Club de Rome dès 1972. Pas de croissance infinie sur une terre finie, sans risque écologique majeur. Nous savons bien, en fait, aujourd'hui que si nous cherchons à sauver la Terre, c'est pour nous sauver nous-mêmes. Et que peut-être toucher Terre va nous permettre d'aborder notre humanité. L'image que vous avez ici est une image catastrophique qui ne provient pas d'une contrée lointaine. Il s'agit de la décharge de la communauté urbaine de Marseille, la plus grande déchetterie à ciel ouvert d'Europe à Entresans. Elle a été formée en 1912 et elle a été fermée un siècle plus tard, après 10 ans de bataille de l'Europe pour la fermer. Le ciel qui assombrit là par un vol déréglé d'oiseaux, un sol qui nous surplombe, pas d'air, pas d'arbres, une ligne qui sépare le noir et le blanc, on ne sait pas si c'est vraiment le sol du ciel qui est séparé, et la silhouette d'un train qui déborde de l'image. 2 convois déchargeaient 1100 tonnes d'ordures par jour. En fait, cette photographie, bien que la décharge d'Entresans soit fermée, témoignera toujours de notre triste aptitude à la calamité et de notre grande difficulté aujourd'hui à toucher terre, tant nous l'avons encombrée de nos décharges, de nos déchets, de nos crasses, de nos ordures, de nos surplus. Le ciel n'est pas assombri en fait par un vol déréglé d'oiseaux, c'est l'agir humain qui obscurcit notre horizon. Jonas l'avait écrit il y a déjà 35 ans. Brusquement, tout ce qui est tout bonnement donné, ce qui est pris comme allant de soi, ce à quoi on ne réfléchit jamais dans le but d'une action, c'est-à-dire qu'il y ait des hommes, qu'il y ait la vie, qu'il y ait un monde fait pour cela, se trouve placé sous l'éclairage orageux de la menace de l'agir humain. Cette photographie témoigne de notre insolence, de notre dédain, de notre mépris. La Terre nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être et pour continuer à exister. L'air, l'eau, les végétaux, les énergies, la pierre, le bois, les minerais, en fait, la vie. Nous lui prenons tout
nous lui demandons encore davantage, nous l'exploitons et d'ailleurs nous la droguons pour qu'elle nous en donne encore plus. Elle donne tout ce qu'elle peut donner avec une générosité dont nous avons longtemps pensé qu'elle était inépuisable. Que lui rendons-nous surtout? Au-delà de nos excréments, des déchets, de l'industrie et du bâtiment, des ordures ménagères, des pollutions nées de toutes nos activités, que lui donnons-nous en échange de tous ces dons? En fait, nous lui rendons une empreinte écologique catastrophique. Puisque nous sommes à Paris, l'empreinte écologique de Paris est 313 fois plus importante que sa biocapacité. Quand pourra-t-on dire que Paris sera durable? Notre comportement hautain et suicidaire lui donne la fièvre, la dérègle. Depuis 1860, date du début du relevé mondial des températures, les 14 années les plus chaudes sont les 14 années que nous venons de vivre, de 2000 à 2014. Que lui offrons-nous qui pourrait nous rendre dignes d'elle? Je pense que chacun peut chercher à répondre à cette question. J'essaierai de le faire à la fin de ce mot. En tout cas, comme le savait Maurice Blanchot, le désastre obscur porte la lumière. Nous voilà conscients de ça. Face à cette lumière désastreuse, où il nous faut bien être architectes. Continuer à installer l'humanité sur Terre dignement. Bon, on le sait, l'architecture est au cœur des établissements humains sur Terre, comme une sorte de vrac du monde, un vrac de la Terre humaine, dans lequel on peut quand même percevoir une compassion des pierres, dirait Vénus Kurigata, une compassion des pierres pour nous autres de passage. Il s'agit pour nous tous, héritiers d'une situation désenchantée, de ménager ce qui reste de nature et d'humanité. Il nous faut dorénavant concevoir le projet d'avenir porté par une responsabilité qui ne balance plus entre l'humanité et la nature. Car le visage d'autrui, qui est toujours au cœur et au centre de l'architecture, possède maintenant 4 profils. L'autre, les autres, soi et la terre. L'autre, vous, les autres en tant que communauté, soi en tant que part d'humanité, et la terre dont nous sommes consubstantiels. L'architecture ne fait pas que toucher terre. Elle fait plus que ça. Elle est partie liée à la terre. Elle en dispose et la dispose sur le mode d'une complicité immémoriale. Les logiques d'interdépendance aujourd'hui n'épargnent rien ni personne dans un monde dont nous avons maintenant, me semble-t-il, vraiment accepté la finitude. Elles rompent le vis-à-vis en vase clos de l'homme et des choses. Elle ouvre le monde humain à la terre, à sa condition d'existence. En fait, elle invente enfin la terre, peut-être. Et il me semble que surtout, nous sommes en train de vivre le moment du devenir terre du monde. Le métier d'architecte sert à associer sur terre un peu d'humanité à un peu de forme et de matière. C'est dans cette reproduction de l'acte fondateur, initial, disposer de la matière pour habiter, pour installer la vie, c'est dans cette reproduction de l'acte initial que l'architecture devient une activité de la conscience. L'architecture est là pour que la vie prenne lieu sur Terre. Elle est une installation de la vie des hommes par une matière disposée avec bienveillance. Dans l'infinie chute des êtres, nous tombons, je vous écris en cours de chute, écrivait René Char, l'architecture reste la condition du repos, la planche de vivre de l'autre et de tous. Aucun être, aucune société ne nous fait la demande de malheur, mais toujours de bons usages, de solidité, de bien-être, à quoi concourt la beauté. Au-delà de l'établissement humain, on le sait bien, cette matière disposée sert à la complétude de l'homme, disons même à sa consolation. Nous y arrivons cas à cas, par une somme d'actions, d'opérations, de décisions qui occupent toute notre vie. Notre existence n'a lieu qu'à la faveur d'un troc incessant de matière avec le monde qui est là, à portée de main. À la faveur d'un troc bien déséquilibré, tant l'homme prend à la terre et lui rend peu, et si mal.
alors que la matière est notre intime allié d'ailleurs, ne sommes-nous pas nous-mêmes matière toute de vie? Et en ce sens, me semble-t-il, et pour rebondir sur les trois préfixes que vous avez mis en avant, il me semble que les suffixes parlent pas mal aussi. Et notre histoire nous le dit. Nous sommes sortis du modernisme, vraiment. On n'en a pas fait le deuil, on devrait faire ce travail de deuil. Le postmodernisme est fini. On est entré dans une époque que l'on ne sait pas encore nommer. Pourtant, tous les déplacements sémantiques s'opèrent déjà. Les mots durables, enviables, équitables, soutenables, vivables, désirables, partageables, etc., qualifient nos projets urbains et nos architectures. Auparavant, les architectures de nos aînés étaient futuristes, modernistes, déconstructivistes, postmodernistes, métabolistes, etc., etc. On le voit, sans que nous ayons décidé que ça se passerait comme ça, le suffixe able remplace le suffixe iste. Iste signifiait l'esprit de système. Able, la possibilité d'être. Il me semble que la possibilité d'être qui succède enfin à l'esprit de système confirme le début d'une espérance efficace. Je vais juste parler un peu d'espace et je parlerai d'amour, je vais m'arrêter là. Notre espace n'est plus moderne. Nous sommes entrés dans un nouvel espace, celui de l'intériorité continue. Et je ne parle pas d'espatialité, je ne parle que de l'espace. Nous sommes dans un nouvel espace, celui de l'intériorité continue, où les mouvements, échanges et interactions associent les êtres, les lieux et les matières dans une fluidité aléatoire. Pour nous, il n'y a plus de dehors sur Terre. Nous sommes dans un espace dont la continuité semble définitive, malgré les expressions hétérogènes des communautés. Les deux faces de notre monde, biosphère et monde virtuel, produisent le même espace. Une immense intériorité, finie mais dont l'étendue serait telle que l'esprit l'apercevrait encore infinie. On a peut-être du mal à se faire à l'idée que tout ça est à l'intérieur d'un monde fini. Une nouvelle étendue, assimilable à une atmosphère. L'atmosphère d'une multitude de la même sphère. Ou bien à un climat où s'enroulent l'être, l'existence et l'établissement. Ou bien encore à une matière hétérogène, mêlant les soi-disant contraires, le plein et le vide, le vivant et l'inerte, le dedans, le dehors, la nature et l'artifice, etc. Revenons à la question initiale. La Terre nous donne tout, que lui rendons-nous? À cette question qui se posera encore sans doute longtemps, je vous propose cette réponse. Et si ce que nous pouvons lui rendre est l'amour? Et si les établissements humains étaient d'abord bâtis d'amour? Et si nous bâtissions notre relation à la Terre sur l'amour? Non pas l'idée d'un désir fané postmoderne, entendons-nous bien. Non, l'idée de cette passion la plus forte, comme l'écrit Toni Negri, une passion qui crée l'existence commune. Plutôt que l'exploitation de la planète, qui finit toujours par être l'exploitation de l'humanité par elle-même, la paix est l'enjeu. Pour une relation amoureuse de l'homme et de la matière qui, à mes yeux, est une condition particulière, principale, voire la condition de la paix perpétuelle au sens d'Emmanuel Kant. De cette bienveillance, de cet amour, de cette tendresse et de cette sollicitude pour les êtres, les choses et la terre, proviendrait sans doute l'idée de l'architecture comme bien commun. Pas un bien commun ou le bien commun, mais comme bien commun. Idée omniprésente dans tous les textes des théoriciens de l'architecture depuis Vitruve. Et je vais terminer sur ce petit passage que je vais radoter. Je vais terminer cette conférence comme j'ai terminé une conférence ici il y a plus d'1 an et demi. Il y a à peu près 20 ans, Chris et Thierry Paco m'avaient invité à propos du sens de la nature dans l'œuvre architecturale. À la fin, je concluais mon intervention de cette manière.
Peut-être devrions-nous apprendre à parler la terre. Cette langue qui ne sait pas séparer les éléments les uns des autres, ni l'homme des éléments davantage. Et s'il fallait commencer par quelques mots, j'apprendrais volontiers la présence, l'en propre, l'en commun et le vivant. Voilà, ça fait 20 ans. Et 20 ans plus tard, je me demande si je ne peux pas, ou je vais peut-être profiter d'un belgicisme, si je ne sais pas dire, peut-être devrions-nous apprendre à parler de l'architecture. Cette langue qui ne sait pas séparer les éléments les uns des autres, ni l'homme des éléments davantage. Et s'il fallait commencer par quelques mots, j'apprendrais volontiers la présence, l'en propre, l'en commun et le vivant. Donc quelques mots à mon tour. Toucher terre, c'est donc le nom d'un livre à paraître en décembre, on espère. Qu'on va de nouveau écrire à 3, ce qui est un travail tout à fait passionnant. Et donc je vais dire quelques mots sur la manière dont j'envisage la formule toucher terre. Voilà. Qu'est-ce que c'est toucher terre? On pourrait dire que c'est une formule, un peu comme celle de Serge Mboko tout à l'heure, l'inhabilité de l'impensé, c'est une belle formule, qui n'est pas sans rapport avec ce que je vais dire d'ailleurs. L'impensé, c'est la terre. Donc c'est une formule, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un impératif, c'est peut-être un souhait, un vœu peut-être, c'est quelque chose d'amoureux peut-être, c'est un désir de toucher terre. C'est peut-être une formule magique. Donc il faut que vous la prononciez. Toucher terre, quel effet ça vous fait? Vous allez peut-être sentir un peu autrement votre corps. C'est en rapport avec le toucher, la terre est en rapport avec le toucher, effectivement. Et donc, si on fait un peu de phénoménologie, on peut se demander comment on touche terre, selon qu'on est debout ou assis. Moi, je préfère être assis. Je préfère encore être couché. C'est la position que je préfère. La noble position horizontale. Peut-être que se coucher, c'est toucher terre, d'ailleurs. C'est tomber de sommeil. S'endormir, c'est peut-être une manière de toucher terre. En tout cas, l'idée, je pense, philosophique, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, peut-être la terre, on ne l'a pas encore touchée. Toucher terre, c'est un désir. On désire toucher quelqu'un qu'on n'a pas encore touché. Et donc, ça vient de quoi en philosophie? Ça vient, à mon avis, de deux pensées, celle peut-être de Nietzsche et celle de Heidegger, qui sont proches l'un de l'autre, d'une certaine manière. Nietzsche dit déjà, la terre des hommes n'a pas encore été découverte. Voilà. On n'a pas encore découvert la terre. Donc ça veut dire que la terre, on ne l'a pas encore touchée, quoi. Heidegger, dans Qu'appelle-t-on penser, il dit c'est une chose étrange, et dans une traduction que j'ai, et même une chose sinistre. C'est une chose étrange, enfin inhabituelle, ungeheuer en allemand, ungeheuer, je sais pas. C'est une chose étrange et même une chose sinistre qu'il faille faire un saut pour nous retrouver là où nous étions déjà. Voilà. Donc bien évidemment, nous touchons terre, mais bon, il est possible qu'il y ait quand même encore un pas à franchir ou un saut à accomplir pour toucher terre. Alors quel rapport maintenant avec l'architecture? Là encore, ça serait un peu du Heidegger, et ça rejoindrait un peu ce que j'ai entendu dans l'exposé de Serge Mboko sur l'impensé, s'adosser à l'impensé. Oui. Bon là, pardonnez-moi, je fais un petit peu de Heidegger rapidement. La terre, la terre est le monde. Dans l'origine de l'œuvre d'art, Heidegger dit que c'est le temple qui met en quelque sorte la découverte ce qui ne se découvre jamais. Donc c'est ça le paradoxe qui fait apparaître ce qui ne se découvre jamais, à savoir le roc. La terre, c'est ce qui ne se met jamais à découvert, qui est donc en un sens l'intouchable. Mais néanmoins, le temple qui ouvre un monde, il est aussi quelque chose qui fait surgir la terre, qui fait surgir le terrestre. Donc on pourrait dire ceci, voilà, ça serait peut-être un peu ça que j'essaierai de dire dans ce livre, dans cette esquisse aujourd'hui, c'est que chaque édifice, en un sens, chaque architecture, donne un visage à la terre, en quelque sorte, la fait apparaître, elle qui ne l'apparaît pas vraiment jamais, comme une chose, comme un objet, parce qu'elle est toujours en dessous, toujours au-delà. Toujours. Donc chaque édifice, en touchant terre, à même le sol, donne un visage à la terre, un peu comme Lévinas, pour changer un peu d'auteur,
dit qu'une caresse peut transformer une épaule en visage. Le visage de Lévinas, c'est pas forcément la tête, la figure, la caresse, dit-il, ce rapport à l'autre. Toucher, c'est caresser. Toucher, c'est caresser. La caresse transforme la peau, toute la peau du corps entier en visage. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors que tout édifice, par sa manière de toucher terre, fait apparaître ou fait surgir de la terre quelque chose qui reste néanmoins voilé, caché, recouvert, mais un peu comme chacun a une démarche, chacun de nous avons une démarche, on pourrait faire une théorie de la démarche, certains l'ont fait, Marcel Mauss l'a un peu fait dans son texte célèbre Technique du corps, nous avons tous une manière de marcher, bon. Chaque édifice a une manière de s'installer. Tout à l'heure on a vu beaucoup de structures, d'amas, c'est une manière, alors est-ce que c'est toucher terre, ça faudrait voir, ça dépend peut-être des structures. Tout à l'heure, pendant la pause, je regardais la Tour Eiffel, et je me suis dit, ça c'est une très jolie manière de toucher terre, c'est très gracieux, c'est léger. La Tour Eiffel, vous savez, c'est un édifice dont l'air qu'elle contient est plus lourd que la structure qui contient l'air. C'est son côté un peu merveilleux, c'est un édifice extrêmement léger. Donc la Tour Eiffel, la bergère aux Tour Eiffel, bon, je divaguais un peu comme ça pendant la pause. Donc c'est ça que j'essaierai de développer dans ce livre commun, mais mes collègues, mes camarades, mes amis vont sans doute m'emmener ailleurs. Et pour vous dire la vérité, il n'est encore pas vraiment écrit, mais on s'y met. Voilà. Oui. Oui, alors, en fait, c'est vrai que toucher terre, c'est comme ça quelque chose qui a surgi lorsque Philippe Madec dit, ben voilà, ça serait bien quand même qu'on s'interroge sur cette question de toucher terre. Alors, bon, beaucoup de choses ont été dites, et puis je crois que ça sera bien qu'on ait qu'on laisse un peu de temps pour des échanges, puisqu'en fait, c'est un peu une orientation. C'est de se demander un petit peu comment on fait pour toucher terre, qu'est-ce que ça veut dire toucher terre. Alors, moi, ça m'intéresse de revenir beaucoup aussi au sens même du mot toucher, puisqu'il y a l'idée que, en fait, il y a une espèce, en recherchant ce que ça veut dire, ce mot toucher, moi j'ai trouvé plusieurs choses en disant que ça vient déjà du latin populaire. C'est une hypothèse, hein, mais qui serait un petit peu phonétique. Hein. Et donc, en fait, on va le retrouver en italien, toccare, en espagnol, en catalan, en portugais, tocar, en roumain, toca. Et en fait, c'est dans toutes les langues, quelque part, rendre compte du geste de frapper avec le doigt. On va toucher, on frappe comme ça à la porte. On frappe à la porte. Je crois que c'est vrai que c'est intéressant comme image, finalement, de se demander comment est-ce que on entre en contact avec la Terre. Donc, c'est-à-dire avec notre milieu de vie. On vient sur Terre, on retourne. Tout à l'heure, il y avait justement une intervention sur la ville élémentale, hein, sur la question. Rosa parlait justement de l'importance des éléments, du feu, de la terre, de l'eau, de l'air. Et c'est aussi l'importance que reprennent finalement des données qu'on ne prenait pas peut-être tout à fait au sérieux dans les 100 années qui viennent de s'écouler. Hein, cette idée que, voilà, d'un seul coup, on se dit que toucher terre, c'est prendre la mesure de ce qui n'est pas humain, c'est prendre la mesure de ce qui est élémental, c'est prendre la mesure de ce qui est son rapport à l'autre, bien sûr, aux autres. Et c'est chercher la façon d'être dans ces rapports, de toucher. Parce qu'en fait, quand on recherche dans le sens des mots, et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est que de ce latin tangere, qui veut dire un petit peu toucher, mais en fait, on s'étonne sur l'évolution du mot, même toucher. Parce qu'en fait, ça peut être, Benoît vient d'en parler, la caresse, c'est-à-dire on va à la rencontre de l'autre pour quelque part le rencontrer, lui faire plaisir, mais aussi pour quelque part jouir un peu aussi de cette présence à l'autre, de cette rencontre avec l'autre. Donc cette notion de toucher, elle a rapport avec la caresse, apparaît vraiment dans l'évolution du sens du mot toucher, et puis elle est aussi heurtée. Alors on dit,
et alors ils disent dans les dictionnaires étymologiques qu'on se demande un petit peu comment on est passé de l'idée de contact, qui vient du participe passé de tangere, tactum, tact, à heurter, finalement. Alors c'est vrai que cette idée de toucher terre, elle nous renvoie profondément à la façon, à notre manière, à notre ethos, à notre logos, à notre esthésis, c'est-à-dire à notre façon, finalement, de rencontrer ce qui n'est... de rencontrer notre existence, en fait, et rencontrer la coexistence avec des choses qui nous débordent de toutes parts. Alors c'est un peu ça que, dans ce livre, moi aussi, ça m'intéresserait beaucoup sur les traces de Henri Maldinet, ce très grand philosophe qui, toute sa vie, a été un peu toléré quelque part à l'université, chargé de cours, il est parti à la retraite chargé de cours, et qui, en fait, chaque fois se demandait qu'est-ce que c'était l'épreuve d'exister. L'épreuve d'exister. Alors, c'est un mystère. Pour moi, l'architecture continue à être quelque chose qui résiste. Justement, nos amis du LA avaient lancé un magnifique colloque sur pourquoi est-il si difficile de parler d'architecture. Ça nous renvoyait profondément au langage. Au langage qui est évidemment les langues qui nous transmettent tout un art d'exister, mais aussi que l'architecture, dans la mesure où elle parle un langage qui lui est propre, on a du mal à mettre des mots dessus. Et je trouve que tout le travail dans tous ces terres, c'est vrai que moi ça m'intéressera de travailler beaucoup sur la question de la mesure. Parce que, bon, on a parlé qu'il y a eu ce colloque mesure pour mesure, magnifique titre. Cette mesure qui peut être très mathématique, très objectivable, mais la mesure existentielle, elle échappe à tout ça. Et toucher terre, ça nous renvoie à une mesure à multifacettes. Donc ça sera vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut faire architecture alors que tout est incommensurable. Quel rapport établir, comment établir encore des rapports. Parce que je pense qu'à force d'être très savant, on peut finalement chercher à maîtriser la Terre, maîtriser l'existence, maîtriser tout. Et que c'est le meilleur moyen, à mon avis, de perdre l'architecture. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on va toujours, dans tous ces terres, bon, moi j'avais prévu de lire quelques pages, mais j'ai bien m'en garder. Mais je trouve quand même qu'il y a 2-3 choses que je voudrais reprendre, parce que c'est par rapport à l'idée de bâtir, cette idée qu'on a certainement cultivée depuis un siècle, mais même d'ailleurs depuis 2-3 siècles, l'idée d'une mesure désincarnée comme étant la plus à même de toucher terre, quelque part, hein, au sens d'appréhender la terre, même, on va dire, la prise, vous voyez, la prise, comme une prise. Et il est sûr que, finalement, à partir du moment où ces mesures, finalement, ne sont plus impliquées dans, finalement, la corporéité des choses, peut-être que ça se dérègle, cette mise en rapport. Et quand on sait que, par exemple, quand le maçon va construire un mur de briques, que la brique va rester le module du mur en tant que bloc de terre cuite, qu'il va pouvoir prendre dans sa main, un poids qui va être justement mesuré pour que lui, maçon, puisse en soulever un certain nombre dans une journée, eh bien, on est dans un rapport entre le corps, les éléments, le bâtir, et on a un rapport avec la matière, mais une matière qui est aussi quelque part en direct commensurable avec nos possibilités, les possibilités humaines. Et donc c'est ce travail sur la mesure dans ce livre, La touche terre, qui va m'intéresser. C'est cette évolution de la mesure, dans ce rapport d'une mesure géométrique, mathématique, physique, et puis ces mesures humaines qui sont des mesures qui ont rapport avec le cosmos, hein, qui sont des sortes de récits de cosmicité, et puis aussi cette espèce de... Je ne sais pas si c'est une fatalité ou une espèce
de rapport à l'idée que depuis le début, l'homme est toujours tenté par et la mesure et la démesure. C'est-à-dire que, et je pense que c'est quand même ce débat de l'homme avec lui-même, de l'existence avec elle-même, c'est profondément le débat de l'architecture. Donc toucher terre, c'est vraiment se revenir, est-ce qu'on va caresser? On va forcément caresser, on va heurter, on va certainement heurter. Et quelles sont toutes les autres façons d'établir ce contact au sens du tact des choses aussi, il y a contact. Et pour Henri Maldinet, dans l'histoire de la pensée, parmi beaucoup de travaux qui sont menés, je pense à quelqu'un comme Hegel ou quelqu'un comme Simondon dont on parlait, c'est la recherche de médiation. Et Maldinet, lui, part d'un postulat qui est que les choses importantes, elles sont sans médiation. On est dans un contact immédiat. Je pense que on touche vraiment, et en fait, on touche terre finalement en quittant terre aussi, certainement lorsqu'on a un contact immédiat, émotionnel, qui est aussi bien mental que physique, et où on est totalement avec les choses. Il y a quelques moments comme ça, qui sont très rares, des éclairs, dit Maldinet, dans l'existence. Donc c'est un peu ça qui m'intéressera, un peu tout ce qui se passe autour de la mesure, de la démesure, dans ce rapport à toucher terre, avec cette idée aussi comment on peut se déplacer vers ce dont, parce qu'on a parlé de la responsabilité, et c'est vrai qu'on peut être responsable d'eux, on peut aussi voir la responsabilité comme répondre à une vocation, c'est plutôt heideggerien, mais cette idée qu'on est appelé à faire quelque chose, et donc c'est qu'on est en charge de quelque chose. Et je crois que l'architecture, elle est en charge de quelque chose, et je pense que quand on se rencontre, par exemple, quand nous, on décide de se rencontrer encore, c'est aussi pour se dire, mais de quoi est-ce qu'on est en charge dans cette rencontre? De quoi est-il question dans l'architecture entre mesure et démesure? Voilà un peu sur quoi je vais divaguer pour ma part dans tous ces terres. Xavier Bonneau. Merci beaucoup. En architecture, le point de contact avec la terre s'appelle une fondation. Et donc le terme de fondation parle de commencement. Et si on est sorti du modernisme, de quoi toucher terre serait alors le commencement? Je vais dire quelques mots. Que je veux pas. J'avais noté un certain nombre de verbes comme ça, parce que toucher terre, je pense qu'effectivement, c'était l'idée de mesurer terre, mesurer la terre. Mais comment la mesurer? Bon, ça, c'est la grande question. Partager la terre. Grande question que pose Rousseau en mettant en évidence que dès qu'on a divisé la terre pour se l'accaparer, et en exclure d'autres, ça pose problème. Donc c'est un mot. Après, c'était exister, aimer la terre. Tout à l'heure, c'était évoqué par justement Philippe. Exploiter la terre, ménager la terre. Et puis instaurer un lieu pour ne pas être... instaurer un lieu, enfin en tout cas, cette idée que, est-ce que c'est fondé ou instauré? Avec Maldinet, on est plutôt sur l'idée d'instauration, mais ça demanderait de longs débats, mais cette idée quand même qu'il y a quelque chose de particulier, où il y a une rencontre entre la terre la plus physique, matérielle, et puis la culture humaine. Je pense que il reste le travail du deuil du modernisme à faire. Et du coup, peut-être de répondre à une question que Frampton a posée dès les années 60. Y a-t-il une théorie qui parle à proprement parler d'architecture et qui est capable de faire la part entre le bâtiment et l'architecture? La fondation, c'est de l'ordre du bâtiment, même si le mot est magnifique et parle bien sûr au-delà de simplement le fait d'ancrer un bâtiment à venir dans un sol pour qu'il ne s'envole pas ou pour qu'il ne s'effondre pas. Et pour ma part,
ça n'est pas le fait de construire qui fait l'architecture. C'est bien davantage le fait d'arriver à un accord, y compris l'accord de construire. Mais auparavant, il y a un nombre d'accords essentiels qui sont à mener, qui fabriquent une route qui amène à l'architecture et qui, au-delà du bâtiment, toujours sur le thème de l'accord, font qu'il est possible de vivre le lieu produit, l'espace à partager. Et donc, parmi les accords, il y en a un à la ressource, par exemple. Mais l'humanité étant aussi une ressource. Oui, une question. Oui. Le fondement, c'est un terme qui est vraiment là où se touche architecture et philosophie, parce que en philosophie, il y a beaucoup de fondements aussi. Puis ça touche aussi de l'anthropologie. Il y aurait plein de choses à dire sur le fondement en anthropologie, c'est Serge qui serait compétent. Mais c'est ça qui ne va pas aussi dans le fondement, c'est que c'est souvent quelque chose qui est un peu de l'ordre du crime, tout simplement. Hein. Pour confondre une ville, on met parfois en dessous une victime. Bon, et donc sous terre, il y a ça aussi. Il y a peut-être la dimension de ce qu'on découvre sous terre. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir une architecture sans fondement? Toi, tu dis que c'est pas essentiel le fondement. C'est une bonne idée. En philosophie, il n'y a plus de fondement. Plus personne n'ose fonder quoi que ce soit en philosophie. Peut-être les anglo-saxons. Enfin, nous, on n'a plus de fondement. Il n'y a pas de fondement depuis Schopenhauer, peut-être, ou je sais pas, depuis Nietzsche, Schopenhauer. Donc la question se pose de savoir si en architecture, on peut se passer de fondement. Mais il me semble que toucher terre, c'est pas fondé, parce que justement, la fondation, ça rejoint un peu quelque chose comme un oubli, comme ça. On oublie ce qu'on a mis en dessous, quoi, et au profit de ce qui est érigé, alors que toucher terre, ça serait au contraire essayer de ne pas oublier la terre, quoi, je sais pas. Bah, je dis un peu n'importe quoi. Oui, c'est une remarque et peut-être une question. À propos de toucher terre, c'est aussi une métaphore, c'est aussi une allégorie. Et c'est une métaphore maritime. Comme je disais hier, l'homme habite en marin, et c'est l'homme qui habite en marin qui aspire à toucher terre. Sinon, il n'habiterait pas en marin. Et je voudrais poser une question sous la forme un peu d'une critique et peut-être un peu d'une contestation. Est-ce qu'il faut s'en tenir à une opposition frontale entre l'aspiration à toucher terre et la rationalité scientifique? Je n'en suis pas persuadé. Pour le dire comme ça, par un fait de réception personnelle, à écouter certaines émissions scientifiques, j'ai été bouleversé d'entendre, en même temps que l'analyse objective des faits, l'émotion qu'ont certains scientifiques quand ils parviennent à décrire objectivement la catastrophe qui s'annonce. Il me semble là que, allégoriquement parlant, à l'intérieur de la rationalité scientifique et sur la base de leur méthode, ils arrivent à toucher terre d'un point de vue épistémologique. Ils mettent le doigt sur la catastrophe. Donc voilà, moi je pense qu'il y a... si on fait de la philosophie, c'est aussi pour toujours être alerté de la signification de nos oppositions. Ça ne se joue jamais comme on les énonce, spontanément en tout cas. Et l'autre remarque, qui est aussi un peu une question, est-ce qu'on peut affirmer comme ça que nous vivons maintenant dans l'intériorité absolue? J'en suis pas certain. Peut-être que l'extériorité subsiste, et notamment sous la forme de la catastrophe. On est dans l'anthropocène, et la catastrophe, c'est vrai que c'est un mélange d'extériorité et d'intériorité, mais là, peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des éruptions volcaniques gigantesques à cause de toutes les transformations. Et ça va être un retour brutal de l'extériorité, et c'est toujours en retour brutal, cette extériorité. Sauf qu'elle n'est pas pure. C'est plus l'ancienne extériorité, c'est une extériorité qui se combine avec de l'intériorité. On est dans un régime d'impureté de ce point de vue-là. Mais ça subsiste, il y a quelque chose qui subsiste de l'extériorité sous la forme éventuellement donc de la catastrophe. Je pense que, en tout cas, pour ma part, il était hors de question de s'opposer à l'idée d'une approche scientifique
Parce que je crois au contraire que cette idée de comprendre les choses, comprendre la Terre, comprendre le devenir des choses, la transformation des choses, est tout à fait essentiel. Mais dans l'idée de toucher Terre, c'est vraiment profond, tout à fait se demander comment est-ce qu'on fait autrement. C'est vraiment l'idée d'une façon différente d'entrer en relation avec les milieux de la Terre, puisqu'on sait qu'on hérite de pratiques qui sont toxiques, en fait, extrêmement toxiques, à tout point de vue, biologique, sociologique, politique. Voilà. Donc ça n'a absolument pas du tout en antagonisme. C'est pas ou la poésie ou la science. Il est évident que c'est les deux. Oui. Oui, qui est Rajendra Pachauri, le patron du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Je crois que c'était à peu près en 2004, il a donné une interview au Monde, au journal Le Monde, et il a dit, il fait travailler 3000 ingénieurs, qui tous ont raison. Enfin, ils finissent par produire une vérité qui est donnée comme vérité, même si après tous les États font en sorte que leur vérité soit amoindrie. Mais ce qui était beau chez Pachauri, c'est qu'il disait « Je dois convaincre mes ingénieurs qu'ils ont beau avoir raison, s'il n'y a pas une explication dans chaque lieu, dans chaque culture, si ça n'est pas compris par tous les lieux et par toutes les cultures, ça n'existe pas, le propos scientifique a absolument besoin du filtre culturel pour exister. » Je pense que sur ça, il y a un fond là. Oui. Après, la technologie, c'est autre chose. Hein. On ne parle pas Sur l'intériorité, bon, c'est une proposition que je vous fais, hein, de réfléchir à ça. Pour ma part, je pense en tout cas pour ma part, ça marche. Quand je dis ça marche, ça bosse dans mon travail. Mais je crois vraiment que même la catastrophe est à l'intérieur de cette intériorité, de cette continuité extrêmement agitée qui est la nôtre aujourd'hui. Elle n'apportera pas de l'extériorité, elle est là, et en permanence là. Et je me souviens plus exactement de la phrase d'Albert Jacquard, mais juste avant de disparaître, et aussi parce que le livre de Paul Valéry sur l'état du monde, finalement, fait son bonhomme de chemin aujourd'hui, hein, de façon très étonnante, y compris dans les mondes alternatifs. Jacquard disait, mais c'est une chance. Nous savons enfin dans quel contexte et dans quelles conditions nous poser nos questions. Et je trouve que de renverser la question de la catastrophe, et de se dire que finalement, on est face à quelque chose qui nous aide simplement à poursuivre, c'est extrêmement positif. Il y a trop de catastrophisme autour de l'état de la planète aujourd'hui, et il y a des raisons, on va dire. Mais c'est pas ça qui fait que, par exemple, j'utilise toujours cet exemple-là. Ici, là, il y a 3 ans, il y avait les architectes de Al Bordé qui recevaient le Global Award for Sustainable Architecture. Ce sont des jeunes architectes de Quito. Ils étaient là, ils font leur exposition, ils font leur présentation. Et dans leur présentation, ils montrent des choses magnifiques. Négociées avec tout le monde, enfin, fait de briques et de broc. Et à la fin de chacune des présentations d'un projet, il y a le mot crisis qui fait tout ça, là, oui. Dans la salle, les gens étaient assez satisfaits qu'il y ait écrit crisis. Parce que ces petits jeunes de Quito, ils voyaient aussi la crise. Sauf que la diapo d'après, il y avait une grande croix rouge sur crisis. Ils présentent 3 ou 4 projets, chaque fois crisis et la croix rouge dessus, qui fait disparaître, qui dit il n'y a pas de crise. Et je crois qu'on est dans cette situation-là. Eux n'imaginent pas qu'il y a une extériorité. Leur monde, c'est le monde qu'ils vivent là. Et dans ce monde-là, ils inventent des manières de faire, des manières d'agir ensemble, de partager, qui correspond à la situation dans laquelle ils vivent et qui est celle de notre monde. Et je trouve ça extrêmement optimiste. Oui, je voulais revenir sur Toucher Terre. Ça m'a fait réfléchir, donc je voulais aussi partager avec vous ces réflexions.
C'est-à-dire, toucher terre, c'est aussi quelque part un commencement de l'aventure humaine, c'est-à-dire une création, une genèse. Je pensais tout à l'heure que la première, c'est significatif le fait que, loin de vouloir redonner un sens religieux, etc., mais la première lettre de la genèse, c'est Beit, ça veut dire maison en hébreu. Quelque part, c'est comme une métaphore d'une institution, on disait tout à l'heure un fondement, une institution de quelque chose de construit, un découpage aussi de l'identité, de l'ipséité. Et à partir de cette édification, on peut vraiment donner un commencement à l'aventure humaine. Donc, quelque part, l'architecture fait partie de notre être monde à l'essence d'une institution originaire, archaïque presque, je sais pas. Je peux vous parler d'une autre culture, qui est la culture des Indiens d'Amérique du Nord, par exemple. La figure qui fonde la culture des Américains, des Indiens d'Amérique du Nord, c'est le coyote. Et le coyote, il marche sur une terre qui n'est que de l'eau. Il n'y a pas de terre, c'est sous l'eau. Et chaque fois qu'il tape sur la terre avec son bâton, hop, la terre émerge. Et petit à petit, il rencontre le petit renard, le jet et le pou. Et ils finissent par se mettre d'accord sur le fait d'habiter ensemble. Et ils finissent par trouver le lieu pour le faire. Et c'est à la fin qu'ils construisent. Mais un, ils se sont trouvés. Deux, ils se sont dit qu'habiter ensemble, c'était essentiel. Trois, qu'il fallait vivre ensemble et trouver le lieu pour ça. Donc, où est l'origine de l'architecture? Dans la maison? C'est à peine une question, c'était juste en écho au vibrant mot, comme il dit, de Philippe Madec. Il a été question, au moins dans des citations, de René Char et d'une invitation à apprendre à parler l'amour de la terre. Je voulais juste presque inviter, pour un public qui n'aurait pas eu l'occasion de le découvrir, que c'est vraiment l'un des poètes peut-être, et même le poète qui, sur ce front-là, est allé le plus loin, à apprendre à parler l'amour de la terre. Et je dirais volontiers que la présence, l'en propre, l'en commun et le vivant furent son alphabet. Je voudrais juste, en écho aux citations qui ont été données, rappeler juste une question et à peine un aphorisme. Peu auront su regarder la terre et la tutoyer en baissant les yeux, qui me semble en fait faire écho à cette idée très audacieuse, malgré le mot d'amour que vous avez suggéré, à savoir que la terre était l'un des profils d'autrui, avez-vous dit. Et puis, pour faire écho à l'appartenance à la terre, qui est une appartenance à une arche, comme dirait Husserl, mais peut-être à quelque chose comme à une présence quasi personnelle. Juste cette question, la terre, est-ce quelque chose ou quelqu'un? Plus inconnu que les galaxies éloignées. Donc la terre n'est sûrement pas une personne, c'est pas une déesse, c'est pas Gaïa, ça c'est les gagas qui vénèrent Gaïa. Et donc j'espère qu'on ne va pas verser là-dedans. Donc c'est pas une déesse, elle n'est pas consciente. Mais c'est pas non plus quelque chose, parce que c'est pas comme une chose qui est là devant. La terre, c'est plutôt l'inconnu. Donc il n'y a peut-être pas que des choses, et puis des quelqu'un, des personnes, il y a peut-être... c'est un peu l'impensé dont parlait Serge tout à l'heure. Je sais pas. Dernière question. C'est pas une question, c'est juste ajouter quelque chose sur le mot toucher terre, parce que toucher terre, c'est une action. Et là, c'est vraiment des mots d'une grand-mère qui me reviennent. C'est quand on intervient, quand on marche, on essaye de marcher doucement pour ne pas réveiller les morts, parce que nous vivons à la surface de la terre et on ne sait pas ce qu'il y a en deux, c'est-à-dire dans les fondations ou à l'intérieur de cette terre-là. Et après, en tant qu'architecte, on se pose toujours la question de cette empreinte, c'est-à-dire quand on touche quelque chose en enlevant, c'est-à-dire cette surface qui se met à l'impact de la terre, on laisse quelque chose. Et là, il y a une phrase que j'ai lue il y a très longtemps dans les Mémoires d'Adrien de Margaret Yourcenar. Intervenir sur la terre, c'est reconfigurer la surface de la terre à jamais. Et ça, c'est vraiment une méditation pour nous, architectes. C'est-à-dire,
je pense qu'il manque de sagesse. C'est pour ça qu'on se pose la question, à quoi sert la philosophie pour l'architecture? C'est aussi, voilà, je pense, pour l'amour de la philosophie, pour chaque architecte doit mesurer son impact, ou bien l'œuvre qu'il poserait et son impact sur le monde. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une réponse parce que je trouve que votre propos était clair. Je vais juste vous dire, démontable. Aujourd'hui, le projet durable est un projet qui ne doit pouvoir être défait sans laisser de traces. Et tous les projets durables doivent permettre d'autres types d'appropriation que ceux qu'elle propose, que ceux qu'elle installe. Dans durable, il y a le temps, mais on n'en a pas assez parlé du temps, sauf qu'il faudrait faire un séminaire sur le temps, mais c'est essentiellement de cet ordre-là aujourd'hui nos sujets, de l'ordre du temps. Je peux dire ces mots à ce sujet, parce que là, vraiment, la question du durable, à mon avis, nous pose aussi la question qui s'est posée même pendant ces 2 journées. Excusez-moi si je suis un peu embêté, des colloques, c'est-à-dire une certaine vision d'habiter, de faire toucher terre, qui, à mon avis, pose des problèmes à l'esprit de ce qu'on appelle la green economy, de ce qu'on appelle les smart cities, qui ici ont été évoqués pendant la dernière séance. Donc, beaucoup de questions se posent bien sûr au niveau de la transformation technologique en cours, et là je voudrais vous poser la question vraiment, c'est-à-dire dans cette touche-terre qui est question du perceptif et du sensible en même temps, il y a aussi, se pose aussi une question des technologies qui nous impliquent un certain rapport à la création des territoires. Il n'y a pas une manière, très clairement. Ouais. Quand je travaille au Maroc, je suis pour le développement durable. Quand je travaille en France, la décroissance m'intéresse bien. Et du coup, ce n'est pas les mêmes technologies qu'on utilise, ce n'est pas le même rapport, ce n'est pas la même relation qui s'établit avec les sociétés, puisque l'enjeu, au Maroc, 50% de la population est sous le seuil de pauvreté. Je vais leur dire un peu de décroissance, ça vous ferait du bien. Non. Donc, c'est en fait l'éco-responsabilité, parce que moi j'utilise le mot éco-responsabilité que je n'ai pas vu tout à l'heure, mais l'éco-responsabilité est profondément nourrie par l'idiosyncrasie, par la différence, par la spécificité, par le caractère singulier de la réponse qui est posée en un lieu à un projet. Bien, merci.